Négociations en Angola, visite du Premier ministre indien à Maurice, et crise au Soudan du Sud. Luanda, Kinshasa, Port-Louis, Juba. Une série d'événements politiques et diplomatiques marque l'actualité africaine cette semaine, avec des développements significatifs en République démocratique du Congo, RDC, à Maurice, et au Soudan du Sud. RDC et M23, vers des négociations directes à Luanda? Le gouvernement angolais a annoncé que des pourparlers directs entre la RDC et le groupe armé M23 pourraient avoir lieu à Luanda dans les prochains jours. Cette annonce fait suite à une rencontre hier entre les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et João Lourenço de l'Angola. Les deux dirigeants se sont entretenus à Kinshasa, où ils ont discuté des moyens de mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. Le président Tshisekedi a longtemps refusé de négocier directement avec le M23, considérant que toute discussion devait inclure le Rwanda, accusé de soutenir le groupe rebelle. Cependant, l'Angola, médiateur dans ce conflit, semble avoir réussi à convaincre les parties de s'asseoir à la table des négociations. Selon une déclaration de la présidence angolaise, des contacts seront établis avec le M23 pour organiser des discussions directes à Luanda, en vue d'une paix définitive. Du côté de Kinshasa, la porte-parole de la présidence, Tina Salama, a affirmé que les autorités congolaises prenaient acte de cette initiative angolaise et attendaient de voir sa mise en œuvre. Elle a également rappelé l'existence du processus de Nairobi, un cadre de discussion déjà en place depuis le début du conflit. Cette annonce intervient à un moment crucial, alors que plusieurs événements internationaux sont prévus dans les prochains jours. Un sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, consacré à la RDC est prévu demain, jeudi, suivi d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies le 4 avril. Par ailleurs, un sommet Union africaine-Union européenne se tiendra également à Cape Town, où la situation dans l'est de la RDC sera probablement abordée. Visite officielle du Premier ministre indien à Maurice. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, effectue depuis hier une visite officielle à Maurice, coïncidant avec les célébrations du 57e anniversaire de l'indépendance de l'île. Ce déplacement s'inscrit dans un contexte de renforcement des relations bilatérales entre l'Inde et Maurice, mais aussi dans une logique géopolitique plus large, marquée par la rivalité croissante entre l'Inde et la Chine dans l'océan Indien. Plusieurs accords de coopération, notamment dans les domaines de la sécurité maritime et de la recherche océanographique, devraient être signés lors de cette visite. L'Inde cherche à consolider sa présence stratégique dans la région, notamment à travers le projet SAGAR, Security and Growth for All in the Region, qui vise à contrer l'influence chinoise. Un accord concernant l'installation d'un poste d'observation militaire sur l'île lointaine d'Agalega, appartenant à Maurice, est également en discussion. Pour New Delhi, Maurice représente bien plus qu'un simple partenaire. Narendra Modi a qualifié l'île de mini-Inde, soulignant les liens historiques, culturels et économiques profonds qui unissent les deux nations. Cette visite s'inscrit également dans le cadre des efforts indiens pour soutenir Maurice dans sa revendication de souveraineté sur l'archipel des Chagos, actuellement sous contrôle britannique. Crise au Soudan du Sud, les forces ougandaises déployées à Juba? Une polémique éclate au Soudan du Sud concernant un éventuel déploiement de forces ougandaises à Juba, la capitale. Le chef des forces armées ougandaises a affirmé que des troupes avaient été envoyées pour sécuriser la ville, une déclaration immédiatement démentie par les autorités sud-soudanaises. Le porte-parole de l'armée ougandaise, le brigadier général Félix Kuleiji, est resté évasif sur la question, refusant de confirmer ou d'infirmer ces informations. Officiellement, Kampala justifie son intervention par la nécessité de protéger ses ressortissants et de stabiliser la situation à Juba. Cependant, cette annonce met les autorités sud-soudanaises dans l'embarras, notamment à l'approche des élections présidentielles prévues en 2026. Des observateurs craignent que cette implication ougandaise ne vienne exacerber la crise politique et sécuritaire dans le pays. Le Soudan du Sud est déjà en proie à une instabilité chronique depuis son indépendance en 2011. L'accord de paix de 2018, qui avait mis fin à 5 ans de guerre civile et fait près de 400 000 morts, est aujourd'hui menacé d'effondrement. Les Nations Unies ont récemment mis en garde contre une possible famine dans le pays, où près de 64% de la population a besoin d'une aide humanitaire urgente. Crise humanitaire au Soudan, un cri d'alarme de l'ONU ***. La situation humanitaire au Soudan continue de se détériorer, avec des millions de personnes confrontées à la famine et à la malnutrition. La coordinatrice humanitaire de l'ONU a lancé un cri d'alarme lundi, appelant les donateurs internationaux à revoir leur politique de financement. Selon elle, les réductions brutales et les suspensions soudaines de fonds risquent de mettre fin à l'aide humanitaire vitale pour des millions de femmes, d'enfants et d'autres groupes vulnérables. Sur les 4,2 milliards de dollars nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires au Soudan, seulement 6,3% ont été alloués jusqu'à présent.
Cette situation est d'autant plus préoccupante que près de 5 millions de femmes et d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. Les Nations Unies redoutent une catastrophe humanitaire majeure si des fonds supplémentaires ne sont pas débloqués rapidement. Mozambique, plainte contre le président Nyusi. Au Mozambique, l'opposant Venancio Mondlane a porté plainte contre le président Filipe Nyusi pour incitation à la violence. Cette plainte fait suite à un discours prononcé par Nyusi le 24 février, dans lequel il comparait la répression de la contestation post-électorale à la lutte contre le terrorisme dans la région de Cabo Delgado. Mondlane, candidat malheureux à l'élection présidentielle d'octobre dernier, accuse le président d'avoir tenu des propos guerriers qui entravent tout dialogue constructif. Cette plainte s'ajoute à une série d'affaires judiciaires ouvertes contre Mondlane, qui fait face à plusieurs accusations, allant de la destruction de biens publics à la subversion. La situation politique au Mozambique reste tendue, avec des manifestations régulièrement réprimées par les forces de l'ordre. Cette semaine, l'Afrique est au cœur de plusieurs enjeux géopolitiques majeurs, allant des négociations de paix en RDC à la rivalité indo-chinoise dans l'océan Indien, en passant par les crises humanitaires au Soudan et au Soudan du Sud. Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir de ces régions, alors que la communauté internationale suit de près ces développements. Madame la procureure générale du Mozambique restreint les déplacements d'un opposant politique. Au Mozambique, la procureure générale a pris une décision qui suscite des débats. Elle a imposé des restrictions de déplacement à un opposant politique. Celui-ci ne peut désormais quitter sa résidence pendant plus de 5 jours consécutifs sans en informer le ministère public. Ces mesures, bien que présentées comme nécessaires pour des raisons de sécurité, soulèvent des questions quant à leur impact sur les activités politiques de l'opposant, notamment aux Comores, où il est actif. Opération de contrôle d'identité aux Comores, entre sécurité et liberté. Parallèlement, la police nationale des Comores mène une vaste opération de contrôle d'identité. Les autorités encouragent les citoyens à toujours avoir une pièce d'identité sur eux, une initiative présentée comme une campagne de sensibilisation pour renforcer la sécurité. Cependant, cette opération pourrait entraîner des interpellations, voire des expulsions pour les étrangers en situation irrégulière. Selon le commissaire adjoint au commissariat central de Moroni, Abderrahmane Côte, cette mesure vise à sensibiliser la population à l'importance de posséder une pièce d'identité, notamment pour faciliter l'identification en cas d'accident ou de découverte macabre. Cependant, la possibilité d'être interpellé pour défaut de présentation d'une carte d'identité suscite des critiques. Une habitante de Moroni, par exemple, estime qu'il faudrait davantage communiquer sur cette procédure avant de sévir. Le juriste Abdallah Bakar souligne que ces contrôles systématiques pourraient porter atteinte à la liberté de circulation. Il rappelle que circuler sans pièce d'identité n'est pas un délit en soi. Pour l'instant, aucune arrestation n'est prévue, mais les autorités pourraient durcir les contrôles dans les zones sensibles à l'avenir. L'actualité sportive, les quarts de finale de la Ligue des Champions se dessinent. Sur le plan sportif, les quarts de finale de la Ligue des Champions de football commencent à prendre forme. Le FC Porto a éliminé Liverpool au tir au but après une victoire 1-0 hier soir. Le FC Barcelone a battu le Benfica Lisbonne 3-0, tandis que le Bayern Munich s'est imposé face au Bayer Leverkusen 2-0. L'Inter Milan a également assuré sa qualification. Les matchs à suivre ce soir incluent le Borussia Dortmund face à l'Atlético Madrid et Arsenal contre le PSV Eindhoven. Assemblée générale de la CAF, renouvellement des instances dirigeantes. Ce mercredi marque également l'Assemblée générale élective de la Confédération africaine de football, CAF, qui renouvelle une partie de ses instances dirigeantes. Parmi les figures attendues, Samuel Eto'o pourrait intégrer le comité exécutif, tandis que le Sud-Africain Patrice Motsepe, actuel président, brigue un nouveau mandat. Depuis son arrivée à la tête de la CAF en 2021, Motsepe a contribué à redresser les finances de l'organisation, notamment grâce au succès médiatique de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, CAN, en Côte d'Ivoire. Cependant, son bilan reste mitigé, avec des reports répétés de compétitions et des difficultés à organiser la CAN féminine. Projet de mine de fer en Guinée, espoir et interrogation. En Guinée, le projet de mine de fer de Simandou suscite à la fois des espoirs et des interrogations. Les autorités espèrent que ce projet, qui inclut la construction d'un chemin de fer et d'un port, transformera l'économie du pays. Cependant, des questions subsistent quant à l'indemnisation des populations locales et aux retombées économiques réelles pour le pays. L'exploitation de la bauxite dans le nord du pays, qui a débuté il y a une quinzaine d'années, sert de référence, mais les retombées pour les populations locales restent limitées. Incendie en Centrafrique, les pompiers manquent de moyens. En Centrafrique, les pompiers font face à un manque criant de moyens pour lutter contre les incendies. Récemment, un incendie a ravagé une maison dans le nord de Bangui, laissant une famille sans abri et sans documents importants.
Les habitants dénoncent le manque de réactivité des secours, souvent en panne de carburant ou de véhicules opérationnels. Le gouvernement a promis de recruter 50 nouveaux sapeurs-pompiers, mais les moyens restent insuffisants pour faire face aux urgences. Ukraine, un cessez-le-feu de 30 jours proposé par les États-Unis. Sur la scène internationale, l'Ukraine a accepté une proposition de cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie, formulée par les États-Unis. Cette proposition a été discutée lors d'une rencontre en Arabie Saoudite. En échange, Washington lèverait immédiatement la suspension de l'aide militaire à Kiev. La balle est désormais dans le camp des Russes, selon le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Droits de douane américains, tension avec l'Australie. Les droits de douane américains de 25% sur l'acier et l'aluminium australien entrent en vigueur aujourd'hui, une mesure qualifiée d'injustifiée par le Premier ministre australien. Canberra ne prendra pas de mesures de rétorsion, mais cette politique commerciale de l'administration Trump continue de déconcerter les marchés. Rodrigo Duterte arrêté, vers la Cour pénale internationale. Enfin, l'ancien président philippin Rodrigo Duterte a été arrêté à Manille en vertu d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, CPI. Il est accusé d'avoir mené une campagne antidrogue sanglante qui aurait fait entre 6 000 et 30 000 morts selon les estimations. Duterte est en route vers le siège de la CPI à La Haye, avec une escale à Dubaï. Ce mercredi 12 mars est marqué par des développements politiques, sécuritaires et sportifs à travers le monde, avec des enjeux qui touchent à la fois les libertés individuelles, la sécurité et la gouvernance internationale. Guinée. Le projet de ciment de Simandou suscite des espoirs et des interrogations. Conakry, Guinée. Le projet de ciment de Simandou, l'un des plus ambitieux en Guinée, continue de susciter des débats animés parmi les économistes, les autorités locales et les investisseurs internationaux. Alors que les conventions minières signées n'ont pas été rendues publiques, les estimations des rentrées fiscales varient entre 6 cents et 700 millions de dollars par an. Un montant qui, s'il se concrétise, pourrait transformer l'économie du pays. Cependant, des questions persistent quant à la gouvernance du projet et à sa capacité à tenir ses promesses. Mohamed Camara, un économiste guinéen, exprime son optimisme prudent. Il faut avoir des capacités managériales très fortes pour éviter que ce projet ne souffre des mêmes maux que d'autres projets miniers dans le passé, explique-t-il. Il souligne l'importance de tirer les leçons des échecs des précédentes conventions minières, notamment dans le secteur de la bauxite, où la Guinée n'a toujours pas réussi à construire une raffinerie locale malgré des décennies d'exploitation. La question de la transformation locale. La transformation locale des matières premières est au cœur des préoccupations. Pour le ciment, comme pour la bauxite, de nombreux acteurs réclament une industrialisation sur place. Ismaël Nader, le ministre du Plan, insiste sur l'importance de ne pas se contenter d'exporter des matières brutes, mais de développer une chaîne de valeur complète, incluant la production d'alumine et d'acier. L'objectif de l'État est clair, il faut accélérer la transformation industrielle, déclare-t-il. Guy Bouli, directeur général d'IBM, une entreprise sous-traitante du géant minier Rio Tinto, abonde dans ce sens. Dans le projet Simandou, il y a pour la première fois une aciérie prévue. C'est un pas en avant significatif, affirme-t-il. Cependant, l'immense majorité du minerai de fer de Simandou sera exporté vers la Chine, qui a investi 6 milliards de dollars dans le projet et compte se rembourser en matières premières. Un projet aux enjeux multiples. Le projet Simandou est donc à la fois une opportunité économique majeure et un défi de gouvernance. Les autorités guinéennes espèrent que ce projet servira de modèle pour d'autres initiatives minières, en mettant l'accent sur la transformation locale et la création d'emplois. Cependant, sans transparence sur les conventions signées et sans une gestion rigoureuse, les risques de déception restent élevés. Alaska, un gazoduc pour relier les États-Unis à l'Asie. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, un projet tout aussi ambitieux fait parler de lui. Le président américain Donald Trump a annoncé son intention de construire un gazoduc reliant l'Alaska à ses alliés asiatiques, notamment le Japon et la Corée du Sud. Ce projet, baptisé Alaska LNG, vise à acheminer du gaz naturel sur près de 1300 km, depuis le nord de l'Alaska jusqu'à une usine de liquéfaction près de la ville d'Anchorage. De là, le gaz serait exporté vers l'Asie de l'Est. Porté par le groupe américain Glenfarne, ce projet n'est pas nouveau. L'idée d'un gazoduc en Alaska existe depuis la découverte de vastes réserves de gaz et de pétrole en 1967. Cependant, les précédentes tentatives, notamment celles soutenues par l'ancienne gouverneure Sarah Palin dans les années 2000, ont échoué faute de financement. Cette fois, Donald Trump semble déterminé à aller de l'avant, malgré un coût estimé à 44 milliards de dollars et une mise en service prévue au mieux pour 2030. Les défis du projet Alaska LNG.
Le projet Alaska LNG représente un quart des exportations annuelles de gaz naturel liquéfié des États-Unis, premier exportateur mondial. Cependant, il fait face à plusieurs obstacles. Le gazoduc devra être entièrement enterré, ce qui pourrait augmenter considérablement les coûts. De plus, les discussions sur les droits de douane avec le Japon et la Corée du Sud, principaux débouchés potentiels, sont encore en cours. Tokyo, en particulier, a conditionné son soutien à une révision des tarifs douaniers imposés par Washington. Cyclone Garance, la Réunion en reconstruction. Enfin, dans l'océan Indien, l'île de la Réunion se remet difficilement du passage du cyclone Garance. Une dizaine de jours après la tempête, de nombreuses entreprises n'ont toujours pas repris leurs activités. Les dégâts sont considérables, notamment dans le secteur touristique. À l'hôtel Radisson de Saint-Denis, le personnel tente de venir à bout des dégâts causés par les inondations. Tout est noyé, c'est désolant, déplore Sidonie, la gouvernante générale de l'hôtel. Les pertes sont estimées à près d'1 million d'euros, et la réouverture n'est pas prévue avant le 1er avril. Mayotte, les élections municipales en question. Enfin, à Mayotte, l'idée de reporter les élections municipales à 2027 fait débat. Proposée par l'Association des maires de France, cette mesure vise à permettre aux élus de se concentrer sur la reconstruction du territoire, secoué par une série de crises migratoires, sociales et naturelles. Cependant, de nombreux maires locaux semblent réticents à l'idée de prolonger leur mandat. Nous n'avons reçu aucune procédure officielle à ce sujet, déclare Lady Dim Ben Saïd, secrétaire générale de l'Association des maires de Mayotte. Alors que la Guinée, l'Alaska, la Réunion et Mayotte font face à des défis complexes, ces projets et crises rappellent l'importance d'une gouvernance transparente et d'une gestion rigoureuse pour transformer les ambitions en réalité tangibles.